Nous revoici ensemble pour la 46e édition du Club de la Presse. Deux sujets ont particulièrement retenu notre attention cette semaine. D'abord, le dernier rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme au Burundi. Devant la presse à Genève, il y a 2 jours, la Commission, présidée par Doudou Diène, a dressé un tableau pour le moins sombre avec notamment des exécutions extrajudiciaires, disparitions forcées, arrestations arbitraires et autres viols qui n'ont toujours pas cessé, au contraire. De graves crimes exacerbés par de récurrents appels à la haine par Pierre Nkurunziza en personne, comme le précise le document. Et pour faire croire que tout va pour le mieux, les bourreaux ont changé de stratégie. Désormais, ils tuent la nuit et font disparaître les corps. Bujumbura n'a pas tardé de réagir en rejetant en bloc le contenu du rapport de la Commission. Martin Nivyabandi, ministre des Droits de l'Homme, a ainsi annoncé que le nouveau document connaîtra le même sort que les précédents, c'est-à-dire sans effet et jeté aux oubliettes. Qu'est-ce que le nouveau rapport apporte de nouveau? Avec quel effet Bujumbura a-t-il raison de nier devant ce qui semble être une évidence? L'autre sujet, c'est le pouvoir qui persiste et signe qu'il ne participera pas au processus de dialogue en présence de ceux qu'il qualifie de putschistes sous mandat d'arrêt international. Les représentants du CNDD-FDD l'ont fait savoir avant-hier alors qu'ils rencontraient Michel Kafando, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Et pourtant, le même pouvoir s'était fendu la semaine dernière, à la surprise générale, d'un appel au retour des mêmes putschistes en double langage qui coïncide avec la série des rencontres à Bruxelles entre une équipe du facilitateur Benjamin Mkapa et la plateforme de l'opposition Senared, un procédé qui étonne plus d'un étant donné que les autorités tanzaniennes dont le pays abrite le processus de paix au Burundi chantent que la paix règne au Burundi, un argument pour eux de maltraiter les réfugiés burundais vivant en Tanzanie pour les faire rentrer de force. À quoi joue exactement la facilitation qu'augure le double langage de Bujumbura? Le dialogue inclusif est-il encore possible? Pour en parler, nous sommes avec 2 invités. Désiré Hatungimana, d'abord, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et puis nous sommes aussi avec Maître Armel Nyongere, président de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue à tous les deux. Merci. Maître Armel Nyongere, vous suivez de près la situation des droits de l'homme au Burundi. Y a-t-il quelque chose de nouveau dans le récent rapport de la commission d'enquête des Nations Unies au Burundi? Oui, nous sommes d'abord satisfaits du rapport de la commission d'enquête qui a été publié avant-hier, mais qui sera présenté devant le Conseil des droits de l'homme le 17 septembre. C'est un rapport qui confirme les rapports que les organisations produisent et qui montrent que les violations des droits de l'homme qui relèvent des crimes contre l'humanité continuent à se commettre au Burundi. Et puis, on a constaté que maintenant, la Commission est allée au degré supérieur jusqu'à pointer du doigt Pierre Nkurunziza lui-même, qui est à la tête des auteurs des crimes qui relèvent des crimes contre l'humanité au Burundi. En parlant de ces appels à la haine. Oui, ces appels à la haine, et puis aussi, qui est aussi au-dessous des crimes qui sont commis. Il a été cité comme le premier responsable. C'est la première fois qu'on a entendu ça dans les rapports qui ont déjà publié, que ce soit des rapports des ONG, des rapports des Nations Unies. Désiré Hatungimana, le ton des enquêteurs casse pratiquement avec ce qu'on a l'habitude d'entendre, la diplomatie qu'on a l'habitude de cerner dans de telles circonstances. Qu'est-ce que cela peut apporter? Oui, ça peut apporter grand-chose pour le Burundi parce que le langage des diplomates, il est connu. Ce sont des gens qui ne vont pas directement pour ne pas blesser leurs interlocuteurs. Mais quand quelqu'un fait un rapport scientifique, 1 plus 1 égale 2, il ne passe pas à côté. Il n'a pas le souci de ne pas blesser quelqu'un. Il donne des choses qui sont exactes, vérifiables. À ce moment, les rapports diffèrent des langages diplomatiques parce que les rapports sont produits par des experts
qui vont sur terrain, qui font leurs enquêtes et qui accouchent sur papier ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté, sans toutefois mâcher les mots, sans toutefois éviter de dire ceci ou ceci, parce que ça peut blesser telle ou telle autre personne. Mais dans un langage diplomatique, on n'y va pas directement, on passe à côté jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'objectif sans toutefois blesser votre interlocuteur. Mais ce n'est pas la même chose que les rapports scientifiques. Je sens que vous faites peut-être allusion au récent rapport du représentant, de l'envoyé spécial plutôt, du secrétaire général des Nations Unies, qui a produit un rapport et qui l'a présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais qui semblait être quelque peu différent de celui qui a été présenté il y a 2 jours par cette commission d'enquête. C'est comme ça que ça marche, parce que Kafando ne peut pas dire dans son rapport que Nkurunziza est au sommet, que c'est Nkurunziza qui est à la base de la crise burundaise, que c'est Nkurunziza qui donne le coup d'envoi de ceux qui enseignent la haine, de ceux qui tuent au Burundi. Kafando ne peut pas le dire. Mais dans un rapport, quand il y a des faits qui le montrent, on n'évite pas de le dire. Et pourtant, on a vu certains diplomates à Bujumbura qui ont eu maille à partir avec le pouvoir et qui ont été refoulés par Bujumbura. Armel. Oui, effectivement, comme le disait Désiré, au fait, la mission de Kafando est différente à la mission de la commission d'enquête. Kafando utilise un langage diplomatique pour être reçu par le gouvernement, parce que c'est sa mission. Mais la commission d'enquête, c'est une commission qui fait un travail technique. Donc, ils utilisent des langages différents. Ils n'ont pas les mêmes missions. Mais je voulais dire, en fait, on a vu dans le passé certains diplomates, notamment des représentants de l'Union européenne, des envoyés spéciaux également du secrétaire général des Nations Unies, qui ont été refoulés par Bujumbura alors qu'ils étaient diplomates. Oui, il y a des diplomates qui osent parler, d'autres qui ne peuvent pas parler par peur d'être refoulés. Et c'est pour ça qui semble marcher sur les œufs. Et en disant, je vais donner mon rapport à mon gouvernement sans être refoulé par le gouvernement, pas par le gouvernement autre. Donc, ça dépend des personnalités. Mais Kafando utilise un langage diplomatique parce qu'il a besoin d'être reçu par le pouvoir. C'est sa mission. Franck, même ceux qui ont été refoulés n'ont pas insulté le pouvoir. Ils ont dit juste la vérité. La vérité. Et moi, je connais, j'étais adulte quand Makaski a été chassé, quand Onanga a été chassé. Ils étaient corrects. Ils disaient ce qui n'allait pas. C'était correct. Mais ça blessait le pouvoir. Même si leur langage n'est pas brut. Ouais? Ils y vont doucement, mais la vérité blesse. Et si le gouvernement est blessé, il ne fait que chasser. Imaginez combien de représentants de l'Union africaine, du secrétaire général des Nations Unies, ont été refoulés par le pouvoir de Bujumbura depuis 2015. Je crois que c'est autour de 4 ou 5. Oui? Tout à fait. Et ils sont assez nombreux. Est-ce que c'est parce qu'ils mentent ou bien c'est parce qu'ils disent la vérité? Armel, vous avez dit vous-même que la nouveauté, c'est le fait d'avoir pointé du doigt Pierre Nkurunziza en personne pour ses appels à la haine. Est-ce que c'est la première fois qu'il figure dans ce type de rapport? Oui, je pense que c'est la première fois qu'il figure dans un rapport comme un rapport de l'ONU. Et ça montre que le degré de gravité commence à être au-dessus. Parce qu'avant, on disait que les auteurs de crimes, les présumés auteurs de crimes, sont des hautes autorités du pays, du service de renseignement, qui ont un service qui relève directement de la présidence de la République. Mais c'est la première fois qu'il pointe du doigt à Nkurunziza lui-même. Donc ça montre que les crimes contre l'humanité continuent à se commettre et est au degré supérieur. Pourtant, Bujumbura nie catégoriquement et indique que le rapport ne lui fait ni chaud, ni froid, ni chaud. Pensez-vous qu'il dise ce qu'il pense réellement désirer? Je ne crois pas.
sont convaincus que les rapports sont techniques et scientifiques, qui disent la vérité, mais, comme je l'ai dit, la vérité blesse. Et ce n'est pas le pouvoir de Bujumbura qui va accepter ce qui a été produit par ces experts, ces enquêteurs experts. Bujumbura ne peut pas accepter ça, parce que ça serait une autre façon de montrer à la population qu'ils ont abdiqué. Et ce n'est pas le rôle du pouvoir. Ils vont refiter ces rapports chaque fois qu'ils vont sortir. Et je serais même étonné s'ils n'organisent pas des manifestations pour encore une fois, mettre la population dans la rue pour refuser, pour dire que rejeter le contenu de ce rapport. Comme d'habitude, les samedis, peut-être demain. Peut-être. Il parle de vérité, Désiré parle de vérité scientifique, et pourtant la commission elle-même l'avoue, Bujumbura ne lui a jamais facilité la tâche et ne lui a pas autorisé à aller travailler et donc enquêter sur le terrain. Est-ce que cela n'affecte pas l'authenticité du contenu de ces rapports, Armel? Non, la mission de la commission d'enquête qui a été donnée par le Conseil des droits de l'homme, le Conseil lui-même savait bien que la commission ne pouvait pas faire une enquête au Burundi, parce que le gouvernement du Burundi avait rejeté la résolution mettant en place la commission d'enquête. Donc, la commission a utilisé tous les moyens possibles pour être en contact avec les familles des victimes et pour savoir ce qui se passe au pays. Donc c'est une stratégie que la commission a utilisée. Et puis la commission, dans son rapport, a dit qu'il a déjà entendu plus de 900 personnes, donc des Burundais, parce qu'il devrait faire une enquête sur le Burundi. Et je ne pense pas que le gouvernement pouvait rejeter le rapport de la commission. Le langage du gouvernement du Burundi face au rapport de la commission montre que c'est un langage de manque d'arguments. Pour contester un rapport, tu fais un contre-rapport, tu montres clairement que ce qui se trouve dans le rapport, c'est faux en disant la personne disait qu'elle a été assassinée et disparue et vivante. C'est ça qui peut rejeter, qui peut contredire le rapport. Est-ce que vous ne défendez pas justement cette commission? Parce que l'ACAT fait exactement la même chose en produisant des rapports alors qu'il n'est pas lui-même sur le terrain. Non, au fait, être sur le terrain n'est pas dire que c'est là où tu dois avoir des informations crédibles. Parce que tu peux utiliser, nous pouvons avoir des informations sur le terrain en passant par des gens sur le terrain, des gens qui se trouvent dans des institutions étatiques, des gens qui se trouvent au service de l'enseignement. Comment nous pouvons avoir une information alors que nous ne sommes pas au pays? C'est parce que nous collaborons avec les gens sur le terrain. Donc, ce n'est pas être sur le terrain que tu dois avoir une information crédible. Et pourtant, vous parlez d'un pouvoir, en fait, qui vous a chassé. Est-ce que cela n'affecte pas justement cette crédibilité? Non, ce n'est pas ça. Le pouvoir, on a pris la décision de fuir au pays parce qu'il y avait une insécurité. Et j'ai entendu le secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur qui disait les 34 personnes qui étaient sous mandat d'arrêt peuvent rentrer. Je figure aussi sur la liste de 34 personnes, mais je n'ai pas fui au pays parce que je figure sur la liste de 34. J'ai fui au pays parce qu'il y a une insécurité. Il y a des assassinats ciblés, il y a des exécutions extrajudiciaires. C'est pas ça, moi. J'ai décidé de continuer ma lutte, comme je le faisais au pays, d'être vigilant, de continuer à faire des enquêtes sur les violations des droits de l'homme. C'est ce que je fais maintenant. Désiré, c'est exactement la même chose pour les journalistes en exil. Vous faites un travail qui est qualifié par nombre de personnes, de consommateurs d'informations comme un travail fantastique, et pourtant vous n'êtes pas sur le terrain. Est-ce que cela, justement, n'affecte pas l'authenticité de ce que vous rapportez comme information? Je ne crois pas. Parce que quand on est journaliste et quand on doit chercher de l'information quelque part, il y a des méthodes qu'on utilise. Et nous ne sommes pas sur le terrain, mais nous avons des gens qui sont sur le terrain. Il y a des gens, au niveau de la présidence, il y en a. Au niveau des ministères, il y en a. Au niveau des institutions de sécurité, il y en a. Est-ce que c'est pas... Je pense que pas mal de personnes nous suivent et ils entendent
des informations en provenance de la présidence, en provenance des institutions étatiques. Comment est-ce qu'on reçoit ça? Parce que nous avons des gens qui sont sur place, qui ne sont pas de connivence avec le pouvoir, qui sont là, mais qui ne peuvent pas consommer ce qui se fait parce que ce n'est pas bon. Alors ces gens, si nous voulons une information, on les contacte, ou bien ils nous contactent eux-mêmes. Est-ce que ça ne vous arrive pas d'exagérer quand même, étant donné les relations qu'il y a entre le pouvoir et les médias en exil et les journalistes exilés? On ne peut pas exagérer parce que nous avons le code de conduite, nous avons le code de déontologie, l'éthique et la déontologie qui nous guident. On doit suivre ça parce que même si on a fui un pouvoir qui tue, on ne peut pas être rancunier ou bien on ne peut pas fonctionner comme ce pouvoir. Nous devons observer à la lettre les règles du métier. C'est pourquoi nous ne sommes pas rancuniers. Nous devons faire le métier comme le métier l'exige et sans penchant. Merci donc de rassurer vos lecteurs autant que vos auditeurs. On passe au deuxième sujet, Désiré. Qu'est-ce qui peut expliquer le double langage du pouvoir de Bujumbura qui appelle les opposants exilés et ONI à rentrer et qui, par la suite, dit ne pas vouloir les rencontrer dans le processus de dialogue? Ça montre que, en un seul mot, le pouvoir de Bujumbura ne veut pas négocier, ne veut pas dialoguer avec l'opposition. Ils ont une stratégie de jouer les prolongations. Jouer les prolongations pour arriver en 2020 et participer dans les élections sans l'opposition, comme ça a toujours été. Et ça montre que le pouvoir de Bujumbura ne veut pas partager le pouvoir avec les autres fils et filles de la nation. C'est une exclusion. C'est une stratégie qu'ils ont élaborée. Nous voulons dialoguer, mais nous ne voulons pas s'asseoir avec tel ou tel, comme si ils ont la latitude de choisir qui dialoguer. Le médiateur devrait jouer son rôle. Dire au pouvoir de Bujumbura que ce n'est pas à lui de choisir avec qui s'asseoir. Parce que quand il y a un médiateur, c'est qu'il y a un conflit. Et pour résoudre le conflit, il faut qu'il y ait les protagonistes. Les partis en conflit. C'est ça. Au moment où les partis en conflit ne sont pas ensemble, ne peuvent pas s'asseoir, le conflit ne sera jamais résolu. Si le conflit n'est pas résolu, le Burundi continuera de marcher comme il marche aujourd'hui. Les élections vont être organisées. La CENI est déjà mise sur pied. Ça montre qu'ils ont un calendrier affiché quelque part, connu par certains gens, mais qui n'est pas connu par tous les Burundais, qui sont en train de suivre à la lettre. Et cela pour exclure le reste de la population burundaise qui a fui, qui ne comprennent pas ce que le pouvoir de Bujumbura est en train de faire. Il y a même ceux qui sont à l'intérieur qui se plaignent, hein, notamment le FNL ou la coalition Amis Barundi qui ne se retrouve pas dans la nouvelle constitution notamment. Non, si on regarde la composition de la CENI, c'est uniquement le sein de DFDD, les partis alliés, c'est-à-dire l'UPRONA de Consili, c'est le FNL de Jacques Bigirimana, et un membre de Miseria Barundi qui n'a pas été désigné par les responsables d'Amizero. Tout cela montre que le travail est déjà fini. Ils ont mis une CENI qui est composée uniquement par le CNDD-FDD. Est-ce qu'ils pensent à une compétition? Je ne crois pas. Armel, est-ce que vous comprenez quelque chose à ce double langage? Bon, moi, je pense aussi, comme disait Désiré, que il joue sur la prolongation d'autant. Il veut arriver en 2020 pour essayer d'appliquer la Constitution biaisée qui a été votée ou adoptée dernièrement. Mais il se cache derrière la médiation et la facilitation qui n'ont pas de volonté à trouver une solution à la crise burundaise. Une délégation de la facilitation est justement en Bruxelles pour rencontrer la plateforme de l'opposition, Sénared, n'est-ce pas, en contradiction avec le contexte, Armel. On pense notamment à la prise d'opposition de la Tanzanie par rapport au conflit burundais et qui dit qu'il y a notamment la paix au Burundi aujourd'hui.
Moi, j'espère que la rencontre entre la facilitation et la plateforme de l'opposition Sinared, qui se tient à Bruxelles, je pense que les représentants du Sinared devraient demander à la Tanzanie, à la facilitation, de ne pas organiser le dialogue en Tanzanie. Parce que la Tanzanie a déjà montré qu'il est du côté du gouvernement par sa prise d'opposition lorsqu'il disait qu'il faut que les réfugiés burundais puissent rentrer, qu'il y a la paix au Burundi. Donc j'espère bien que le Sinared devrait demander à la facilitation d'organiser le dialogue en dehors de la Tanzanie. Pensez-vous qu'il puisse sortir quelque chose de ces rencontres désirées entre la facilitation et la plateforme Sinared? Je crois oui, parce que seul le dialogue peut sauver le Burundi. Mais le dialogue avec celui qui ne veut pas dialoguer, ce n'est pas possible. Et le Sinared devrait exiger aux médiateurs, même s'il est tanzanien, d'organiser des rencontres ailleurs qu'en Tanzanie. Parce que la Tanzanie est en train de chasser les réfugiés. L'opposition externe est constituée en totalité par des réfugiés. Quels sont ces réfugiés qui vont aller sur une terre qui est en train de chasser les réfugiés? Parce que ces politiciens du Sinared, ce sont des porte-paroles, ce sont des représentants de ces réfugiés. Ils les représentent au niveau politique. Alors, si les réfugiés de la Tanzanie sont en train d'être chassés par la Tanzanie, qui devrait abriter les négociations, le dialogue, est-ce possible que ces réfugiés s'installent en Tanzanie? Pourquoi ne pas les chasser eux aussi? C'est possible. Ouais. Armel, on se souvient qu'une fois, vous avez été justement dans une des sessions du dialogue et vous avez failli être arrêté par la police tanzanienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à y retourner si on faisait appel à vous, si on vous invitait? Non, on a déjà constaté que la Tanzanie est complice dans le conflit burundais. La Tanzanie montre réellement qu'il soutient le gouvernement du Burundi. Ce n'est pas moi-même qui a voulu être arrêté. Et dernièrement, il y a aussi les politiciens, il y a Chevino Mugwengezo, il y a d'autres. Il y a Alexis Nduhije. Donc, tout cela montre que la Tanzanie joue une autre carte. C'est vraiment une terre minée. Et c'est la raison pour laquelle on a déjà vu que le comportement de la Tanzanie face aux réfugiés burundais montre réellement que la Tanzanie est du côté du gouvernement du Burundi. Raison pour laquelle j'espère bien que le dialogue, le 5e round qui est en train d'être organisé, pourrait être organisé en dehors de la Tanzanie. Sinon, ça serait de confirmer, ça serait un manque de soutien aux réfugiés burundais que les politiciens représentent et des victimes. Je repose ma question. Seriez-vous prêt à y retourner? Moi, non. Personnellement, je ne peux pas retourner. Je ne peux pas aller en Tanzanie maintenant. Désiré, est-ce que dans les conditions actuelles, vous pensez que le dialogue inclusif est encore possible? Le dialogue inclusif est possible à condition que l'Union africaine, les Nations unies contraignent Nkurunziza à participer. Comment ils peuvent le faire? Ils peuvent appliquer des sanctions dures au pouvoir de Bujumbura. Parce que le pouvoir de Bujumbura n'est pas le Burundi n'est pas un îlot. C'est un pays qui est membre de l'Union africaine, membre des Nations unies. Je ne vois pas comment ne pas contraindre au pouvoir de Bujumbura de ne pas bloquer le dialogue. Parce que les Nations unies veulent la paix. L'Union africaine veut la paix. Alors pourquoi ne pas obliger à Nkurunziza d'accepter de négocier? Est-ce que Nkurunziza est supérieur, est au-dessus de ces institutions? Je ne crois pas. Pourquoi ne pas le faire? Je ne sais pas. Mais pour qu'ils répondent présent, pour qu'ils prennent part à ces dialogues, il faut des sanctions dures qui peuvent lui obliger de partir malgré lui. Vous y croyez encore au dialogue? Oui, Armel, pour terminer. Moi, je pense que la seule solution, c'est le dialogue. C'est le dialogue inter-burundais qui regroupe tous les opposants et le pouvoir de Bujumbura. Donc, tout ça dépendra de la médiation
mais il faut que la Commission africaine et Nations Unies s'impliquent davantage pour la recherche de la solution de la crise burundaise. Vous avez entendu Désiré Armel qui dit que s'il était invité pour retourner encore en Tanzanie, il n'irait pas. Imaginez que d'autres qui sont dans sa situation disent qu'ils ne retourneront pas en Tanzanie, mais que le dialogue se maintienne sur le sol tanzanien. Est-ce que cela, justement, ne risque pas justement d'annihiler pratiquement l'impact, un quelconque impact de ce dialogue? Si la stratégie ne change pas, on se dirige vers là. Le pouvoir de Bujumbura est en train de bloquer. Et en invitant les réfugiés qui sont dans la société civile, qui sont dans la politique, d'aller en Tanzanie, terminer comme Almer l'a dit, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un blocage. Et si Bujumbura ne va pas dans les négociations, et si l'opposition externe, si la société civile ne veut pas aller en Tanzanie, c'est-à-dire que c'est fini le dialogue entre Burundais. C'est fini, c'est clôturé. C'est une stratégie d'ailleurs de clore ces négociations sans toutefois y mettre de pression sur quelqu'un d'autre. Ce qui serait effectivement dommage si la stratégie ne changeait pas et que le dialogue n'est pas délocalisé. C'est la fin de cette 46e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Maître Armel Nyongere, président d'ACAT Burundi. Merci encore une fois. Franck, et Désiré Atungimana, je rappelle, rédacteur en chef de la radio Inzamba Agate Kakawe. Merci aussi. Merci Franck. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios RPA, Inzamba et de la Télé-Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.